Alors, à ce titre, comme il a été question, en fait, exclusivement, je crois, de l'indemnisation décidée par le juge administratif des dommages imputables aux vaccinations obligatoires, je souhaiterais peut-être simplement, en passant, élargir un petit peu le spectre pour indiquer qu'il y a deux autres configurations dans lesquelles la responsabilité de la puissance publique peut être engagée. Alors d'abord, il s'agit de la responsabilité de la puissance publique et pas de la responsabilité administrative au sens large, puisque si vous avez déjà rencontré des juristes qui vous parlent de ces sujets théoriques-là, la spécificité du droit administratif, on a tenté d'expliquer et de justifier la spécificité du droit administratif par rapport au droit commun, au droit civil, selon deux théories qui ont été considérées comme se rattachant soit à une école du service public, soit à une école de la puissance publique. En réalité, il n'y a pas d'opposition entre les deux, il y a un complément, mais il est vrai que la responsabilité de l'administration au titre des vaccinations peut d'abord être engagée en tant que l'administration est elle-même prestataire de services dans le cadre desquels elle peut fournir des vaccins parfois, ou surtout elle peut pratiquer des vaccinations. On peut recevoir une vaccination à l'hôpital ou dans un autre établissement public dont le régime de responsabilité sera un régime de responsabilité administrative. Mais pour ce champ-là de la responsabilité, les principes s'écarteront assez peu de ce qui est applicable en matière civile. En tout cas, même avec des différences éventuelles de théorisation, ça aboutira en pratique aux mêmes résultats concrets et aux mêmes critères d'analyse par le juge civil et par le juge administratif. Et en plus, en outre, la responsabilité de l'administration peut être engagée au titre de ses prérogatives de puissance publique, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement en matière de vaccination pour apprécier les différences entre les régimes de responsabilité civile et administrative. Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement important? Parce que la vaccination pour l'administration est d'abord un objet de police. La police, ça consiste à imposer ou à prendre soi-même des mesures destinées à prévenir des risques ou des dangers qui sont susceptibles de se réaliser. Et en matière de vaccination, l'administration le fait à trois titres. Alors d'abord parce que le vaccin étant d'abord avant tout un médicament, comme les autres médicaments, il est soumis à un régime d'autorisation préalable avant sa mise sur le marché ou son utilisation, donc le système de l'autorisation de mise sur le marché. Alors qui suit différentes procédures, il y a 4 procédures de droit commun, 3 ou 4 procédures exceptionnelles dans des cas particuliers. L'existence de ces différentes procédures, notamment la coexistence de procédures au niveau européen et au niveau national, peut conduire à la mise en cause de la responsabilité de personnes morales différentes, qui peuvent être soit des personnes morales au niveau européen, soit l'État lui-même, soit aujourd'hui, plus normalement, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, puisque les autorisations de mise sur le marché qui relevaient à l'origine de l'État ont été confiées à un établissement public qui aujourd'hui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dans tous les cas de figure, quelle que soit la responsabilité de la personne morale en cause, ce sera une responsabilité pour faute. Ensuite, il y a la responsabilité née de l'obligation vaccinale. Ça, c'est une responsabilité sans faute, et c'est un élément très important de distinction des deux régimes juridiques, qui a aussi des incidences sur le travail de l'expert, puisque normalement, si le contentieux se place tout de suite sur le régime de la responsabilité sans faute, il y a une série de questions qui tomberont d'elles-mêmes, qui seront inopérantes, et donc qu'on ne soumettra pas à l'expert. Et puis, il y a aussi un troisième cas de figure de possibilité de mise en cause de la responsabilité de l'administration au titre de la vaccination, c'est dans le cadre des mesures prises d'urgence en cas de menace sanitaire grave. Il existe un dispositif général, alors qui a des origines anciennes, mais qui a été refondu et homogénéisé en 2007, et qui se trouve aujourd'hui dans le Code de la santé publique aux articles L 3131-1 et suivants, donc un peu après les dispositions relatives aux vaccinations obligatoires. Alors c'est un dispositif général qui peut s'appliquer à tout type de mesures sanitaires, mais il a trouvé à s'appliquer en matière de vaccination, puisque lorsque l'Organisation mondiale de la santé a déclenché une alerte sur un risque de pandémie au virus H1N1, eh bien, le ministre de la Santé de l'époque s'est fondé sur ces dispositions du Code de la santé publique pour organiser une vaste campagne de vaccination contre le virus H1N1, vaccination facultative. Mais comme la loi
prévoit exactement le même système d'indemnisation que pour les vaccinations obligatoires lorsqu'on est dans le dispositif de mesures sanitaires d'urgence. Eh bien, ça a conduit que lorsqu'on a suspecté des dommages imputables à cette vaccination, on a mis en œuvre le régime de responsabilité sans faute. Et le cas s'est présenté pour des cas très rares par rapport au nombre de vaccinations pratiquées, mais quand même reconnus comme suffisamment scientifiquement établis pour engager la responsabilité de la puissance publique, pour des cas de narcolepsie imputés à l'un des deux vaccins utilisés contre le virus H1N1. La difficulté qu'a rencontrée essentiellement la juridiction administrative, mais dans la même chronologie que la juridiction civile, et je crois avec une grande convergence de jurisprudence tout de même jusqu'à aujourd'hui, sur des bases conceptuelles un peu différentes, mais qui me paraissent jusqu'à présent être parvenues au même résultat concret, c'est celui évidemment de la question de l'imputabilité des dommages, des troubles médicaux constatés à une vaccination. Alors, il y a un certain nombre d'affections pour lesquelles le lien de cause à effet est scientifiquement établi, et dans ce cas-là, c'est réglé par les expertises et au niveau des juges du fond, sans que la question remonte jusqu'aux juridictions suprêmes, au pluriel. En revanche, évidemment, pour les affections neurologiques imputées au vaccin contre l'hépatite B, c'est une question qui n'est pas scientifiquement définitivement tranchée, et avec plutôt, je crois, une majorité d'études. Enfin, en tout cas, le consensus scientifique me paraît être dans le sens de l'absence de preuve de l'imputabilité. Simplement, la difficulté, c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, et quand la preuve de l'absence laisse place à suffisamment de doutes et à des probabilités qui ne sont pas trop faibles pour qu'un risque puisse être identifié, eh bien, le juge se trouve dans une situation différente de celle de l'expert, c'est-à-dire que, ou du scientifique en tout cas, c'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, la causalité juridique n'est pas la causalité scientifique. De manière plus large, la vérité juridique n'est pas la vérité scientifique. Il est de la responsabilité du scientifique de s'en tenir à des faits établis et de faire valoir en outre les doutes qu'il peut avoir sur les faits non établis, ce qui veut dire que dans les questions d'imputabilité, il devra affirmer éventuellement que le lien d'imputabilité est établi, que le lien de cause à effet est établi, ou qu'il est établi qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais lorsque ni le lien de causalité n'est établi, ni la preuve de l'absence de bien n'est établie, il faut qu'il explique quel est le doute qui subsiste et dans quelle mesure il est quantifiable, de manière à ce que le juge, lui, puisse trancher le litige qui est porté devant lui, alors que contrairement aux scientifiques, il n'est pas autorisé à s'en tenir aux faits établis, et que dans la plupart des litiges, y compris les litiges les plus ordinaires, très loin du domaine de la vaccination et de ses dommages éventuels, il est presque toujours obligé de se prononcer dans le doute et de dire blanc ou noir, alors que scientifiquement, c'est impossible. C'est ce qui a conduit le Conseil d'État à se prononcer dans le sens que vous avez dit à propos de certaines affections imputées au vaccin contre l'hépatite B. Et il en a été question précédemment. Il est allé peut-être encore plus loin en ce qui concerne un syndrome dit de la myofascite à macrophages, imputé par certains au vaccin à adjuvant aluminique. Donc dans le premier cas, c'était par la décision, s'agissant de l'hépatite B, c'était par une série de décisions du 9 mars 2007. Par ces décisions et par les décisions suivantes, 3 types de pathologies ont été reconnues par le juge administratif comme susceptibles d'être imputés au virus contre l'hépatite B. Il a été déjà question de la sclérose en plaques, mais ça concerne aussi la sclérose latérale amyotrophique et la polyarthrite rhumatoïde. S'agissant de la myofascite à macrophages, dans un premier temps, dans une décision de 2008 qui avait été instruite sur le rapport de la Chambre à laquelle j'appartiens, le lien de causalité avait été établi, ou plus exactement, le Conseil d'État avait confirmé la décision de fond d'une cour administrative d'appel qui écartait ce lien, et en considérant que, au vu des éléments sur lesquels elle s'était prononcée, elle n'avait ni dénaturé les faits, ni commis d'erreur de qualification juridique, ni commis d'erreur de droit en refusant ce lien. Et puis par une décision du 21 novembre 2012, au contraire, dans une affaire instruite par une autre chambre, j'expliquerai pourquoi, la possibilité de ce lien a été reconnue
en se fondant sur une évolution de l'état des connaissances scientifiques et en énonçant un certain nombre de critères qui, comme dans le cas des affections imputées à tort ou à raison au vaccin contre l'hépatite B, lorsqu'ils sont réunis, doivent normalement conduire le juge administratif à accepter de reconnaître le lien comme établi. Alors, dans le cas de cette affection découlant d'une myofascite à macrophage, il faut qu'il y ait les symptômes qui sont discutés comme susceptibles de correspondre à ce syndrome, donc la combinaison de fatigue chronique, de douleurs articulaires et musculaires, de troubles du sommeil, de troubles cognitifs, alors qu'on est en présence de lésions musculaires à l'emplacement des injections, c'est ça qui est proprement appelé la myofascite à macrophage, la lésion musculaire, et que sont remplis un certain nombre de critères. Les symptômes que je viens d'énumérer se sont installés postérieurement à la vaccination dans un délai normal eu égard au délai d'apparition des premiers signes de la maladie. Le rythme et l'ampleur de l'aggravation de l'état de santé du requérant n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes qu'il présentait antérieurement à sa vaccination. Et il n'est pas soutenu, c'est très important, que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que les vaccinations que l'intéressé a dû subir en raison de son activité professionnelle. Alors je sais bien que dans cette affaire de myofascite à macrophage, ce qui est encore plus contestable du point de vue scientifique que dans la question des affections imputées à la vaccination contre l'hépatite B, c'est que dans le cas de l'hépatite B et de ses suites, du vaccin contre le virus de l'hépatite B et de ses suites, le seul point à discuter, c'est le lien de causalité. Dans le cas de la myofascite à macrophage, je sais que non seulement le lien de causalité est discuté, mais également l'existence même de la maladie, puisque le consensus des institutions savantes, le consensus scientifique, est plutôt dans l'inexistence d'un tel syndrome. Simplement, il y a quand même une équipe médicale française qui travaille depuis longtemps sur cette question et qui produit une littérature qui est suffisamment, reconnue d'une qualité suffisante par les pairs pour ne pas être complètement négligeable et pouvant être écarté d'un revers de main. C'est ce qui a conduit le Conseil d'État, dans cette affaire de 2012, à reconnaître la possibilité d'une imputation. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ma chambre qui est chargée de l'instruction de toutes les affaires de responsabilité hospitalière au sens large, donc y compris de cas de responsabilité de la puissance publique au titre d'une vaccination obligatoire qui ne l'a pas instruite? C'est parce que, en fait, ces questions de vaccination obligatoire se présentent souvent au Conseil d'État sur un terrain décalé, qui n'est pas celui de l'indemnisation des dommages par la puissance publique, mais qui est celui de la reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle. Et c'est une affaire donc qui se présentait sous cet angle-là. Qu'une maladie soit déclarée professionnelle ou pas, a des incidences importantes en termes des droits de l'agent public. Ça lui garantit la prise intégrale en charge des frais de soins par son employeur. Ça lui garantit des durées de congé à maladie illimitées sous la seule réserve d'un départ en retraite ou d'une démission. Et ça lui garantit le maintien intégral de son traitement, alors que dans les cas de maladies non imputables au service, il y a des droits dégressifs qui finissent par s'éteindre. Donc le contentieux se présente assez souvent devant le Conseil d'État de la question des causalités médicales dans ce cadre-là. Et c'est ce qui s'est passé pour cette affaire qui a donné lieu à la décision du 21 novembre 2012, Ville de Paris et Landry. Comme Maître Hudson l'a souligné, ça a conduit les juges du fond dans le cadre administratif à reconnaître de plus en plus souvent, selon les critères posés par cette décision du Conseil d'État, l'existence et l'imputabilité à un vaccin de ce syndrome de myofascite à macrophage. Et c'est vrai que là, il y a une différence importante entre les relations entre le Conseil d'État et les juges du fond dans l'ordre administratif et les relations entre la Cour de cassation et les juges du fond dans l'ordre civil, puisque en théorie, dans leurs fonctions communes de juge de cassation, ces deux instances, la Cour de cassation et le Conseil d'État, respectent l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits de l'espèce et leur appréciation. Mais en pratique, et compte tenu des moyens de cassation qui peuvent être acceptés par le Conseil d'État pour censurer la décision d'un juge du fond, l'autonomie des juges du fond est plus restreinte dans l'ordre administratif,
Et il y a une mécanique d'uniformisation de la jurisprudence qui est beaucoup plus contraignante que dans l'ordre civil, et notamment par le fait que, enfin, il y a deux méthodes essentielles. Il y a une première méthode qui est que le Conseil d'État peut définir un certain nombre de critères qui, lorsqu'ils sont constatés comme présents par le juge administratif, doivent le conduire, sauf erreur de droit ou erreur de qualification juridique, à reconnaître la réalité d'un fait et, par exemple, la réalité d'un lien de causalité. C'est ce qui fait que, de manière tout à fait, enfin, pas du tout inattendue, de manière tout à fait normale, le revirement de jurisprudence de 2012 par rapport à la précédente décision en sens inverse de 2008 du Conseil d'État a conduit à des revirements de toutes les juridictions administratives subordonnées. Alors, ça ne les a pas tout à fait conduites à accepter dans tous les cas, alors même que on avait bien la preuve de la vaccination, on avait bien la lésion histologique, on avait bien les symptômes présentés par l'équipe scientifique qui travaille à Créteil comme constituant le syndrome. On avait bien tout ça. Néanmoins, ça ne les a pas toujours conduits à reconnaître qu'il y avait une myofascite imputable à une vaccination, et notamment parce que les portes ouvertes par le Conseil d'État le restaient. Par exemple, le fait que, d'après la décision du Conseil d'État de 2012, il soit possible de réfléchir à d'autres explications causales des symptômes. Et effectivement, j'ai, il y a 2 ou 3 ans, conclu au rejet du pourvoi, enfin à la non-admission même du pourvoi, dirigé contre une décision d'une cour administrative d'appel, qui, sur la base d'une expertise, avait refusé de reconnaître un lien de causalité entre la vaccination et une myofascite à macrophage, parce que l'expert, au cas particulier, avait pu identifier dans l'histoire de la patiente ou sa condition de santé générale des liens possibles, voire établis, des symptômes qu'elle présentait avec d'autres facteurs de cause. Donc le rôle de l'appréciation, enfin, l'appréciation des faits n'est pas complètement écarté par cette jurisprudence du Conseil d'État, et le rôle de l'expert est donc déterminant dans le règlement concret du litige. Alors, c'est là-dessus que je voudrais peut-être insister. Les conséquences des modalités de raisonnement du juge administratif sur le travail de l'expert. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, si on est dans le cadre d'un régime de responsabilité sans faute, il y a un certain nombre de questions sur la conformité des actes pratiqués, toutes les questions relatives à l'identification d'une faute s'évanouiront d'elles-mêmes. En revanche, dans le cas des affections neurologiques imputées au vaccin contre l'hépatite B ou de la myofascite à macrophage et de son lien éventuel avec des adjuvants aluminiques présents dans certains vaccins, le rôle de l'expert restera très important. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État, il ne faudra pas qu'il se limite à l'absence de preuves scientifiques de l'établissement du lien, puisque ça ne suffit pas au juge, puisqu'il accepte qu'on puisse, en l'état des connaissances scientifiques, admettre une probabilité suffisante de lien pour qu'il le reconnaisse comme juridiquement établi, même s'il n'est pas scientifiquement. Mais il sera très important de prendre en considération tous les critères qui ont conduit à admettre cette possibilité d'un lien, et notamment l'état des connaissances scientifiques, ce qui veut dire qu'une étape préalable importante du travail de l'expert devrait être de refaire le point à chaque fois, même si ça n'est que 6 mois après, même si ça n'est que 3 mois après, à chaque fois sur l'état des connaissances scientifiques. Donc recenser à nouveau la littérature scientifique, faire une colonne entre les articles ou les analyses qui continuent à soutenir la possibilité d'un lien de causalité et celles qui continuent à nier ce lien ou bien au moins à constater qu'il n'est toujours pas établi. Donc l'état des connaissances scientifiques et puis les circonstances particulières du cas d'espèce qui peuvent changer beaucoup le cadre d'appréciation par le juge des liens de causalité et de l'imputabilité des responsabilités. Alors, il a été question de la jurisprudence, de l'arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a évalué en quelque sorte le développement par la Cour de cassation de la jurisprudence du juge civil. Il a été dit que ça ne tenait pas le Conseil d'État. Alors, c'est vrai que comme la Cour de justice s'est prononcée dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, ça ne concerne pas directement la question du dommage causé par une vaccination obligatoire. Alors, il pourrait arriver que le Conseil d'État
quand même est à appliquer le régime de la responsabilité des fournisseurs de produits défectueux, puisque le tribunal des conflits a jugé que lorsque le fournisseur était lié à un établissement public par un contrat de droit administratif, c'est bien le juge administratif qui serait compétent. Mais dans la plupart des cas, ça ne sera pas le cas. Dans la plupart des cas, c'est quand même des contrats de droit privé, ou bien on est totalement hors du champ de la responsabilité administrative parce qu'il n'y a aucun intervenant de droit public. Donc dans la plupart des cas, ce sera quand même la Cour de cassation qui sera concernée par cette jurisprudence. Cela étant, le développement de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État sur la responsabilité vaccinale, que ce soit par suite de la vaccination contre l'hépatite B ou que ce soit à propos de la myofasciite à macrophages, confirme que les deux juridictions sont très attentives aux positions prises l'une et l'autre, aux positions prises par l'autre, parce qu'il serait particulièrement inexplicable qu'il y ait sur des questions très largement communes des positions trop divergentes adoptées par les deux ordres de juridiction. En somme, le débat reste ouvert. C'est chaque jour, enfin, au fil des contentieux qui se présentent, les juges administratifs et avant eux les experts qui contribuent à le faire progresser. Et donc je souhaiterais une dernière fois souligner l'importance de votre mission dans l'analyse des faits qui vous sont soumis pour que ce débat se déroule toujours au bénéfice du meilleur équilibre entre les droits des patients et l'efficacité du système vaccinal et donc l'intérêt public qui s'y attache. Merci beaucoup.